Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui vous fait voir les choses sous un autre aspect dont vous percevez les choses, et ça commence maintenant. Au milieu des années 1950, plusieurs vaisseaux spatiaux reptiliens furent récupérés avec des créatures reptiliennes encore vivantes à l'intérieur. Lors de l'un de ces incidents survenus en Bolivie, un brillant expert en électronique, Paulo Neruda, récupéra certains équipements de navigation à bord d'un ovni écrasé et négocia avec succès d'être embauché par le groupe ACIO, en échange de l'utilisation de ses découvertes. Paulo Neruda et son fils alors âgé de 4 ans, Jamison, devinrent citoyens des États-Unis en 1955. Le père de Jamison obtint rapidement un poste de directeur de haut niveau dans le groupe ACIO, avant qu'il ne meure en 1977. Son fils Jamison rejoignit ACIO peu de temps après sa mort et devint son meilleur expert en linguistique et en chiffrage et en technologie de décodage. Vous avez affirmé des choses remarquables concernant un programme impliquant des hommes lézards. Pourriez-vous nous raconter quel était votre rôle dans ce programme et pourquoi vous avez décidé de le quitter de plein gré? Je participais au programme reptilien depuis le début avant que le groupe ACIO a succédé à la NSA. On m'a choisi pour participer au décodage et à la traduction des symboles découverts sur le site en question. J'ai une très grande expérience des langues et des textes anciens. Je parle couramment plus de 30 langues différentes et une douzaine de langues mortes. J'ai été choisi pour cette tâche en raison de mes compétences en linguistique et de mon aptitude à décoder des symboles tels que les gravures rupestres ou les hiéroglyphes. J'ai participé dès le départ à la découverte du site et à sa restauration, en compagnie d'une équipe de 7 autres scientifiques de ACIO. Nous avons restauré chacune des 23 chambres de la capsule de ce fameux vaisseau en question et répertorié tous les objets s'y trouvant. Lorsque la restauration a été terminée, je me suis de plus en plus intéressé au décodage de leur langue très particulière ainsi qu'à la réalisation d'un répertoire de traduction de la langue reptilienne. Mon élan a été contrarié par la découverte dans la 23e chambre d'un disque optique que nos technologies actuelles ne pouvaient déverrouiller. Nous avons supposé que ce disque renfermait la plupart des informations que les reptiliens voulaient nous transmettre les concernant. Toutefois, nous n'arrivions pas à trouver la relation entre les symboles découverts sur les peintures murales des chambres et l'accès au contenu du disque. J'ai décidé de quitter le programme après avoir réussi à trouver le code d'accès au disque optique. Peu de temps après, j'ai eu la sensation d'une présence, comme si les reptiliens étaient à côté de moi. J'avais l'impression qu'ils me rendaient visite, qu'ils m'aidaient même dans mon travail. Quand vous dites me rendait visite, quelle preuve aviez-vous que des hommes lézards se trouvaient autour de vous? Oui, effectivement, les reptiliens se trouvaient autour de nous. Je travaillais 70 heures par semaine à travailler sur le décodage des symboles et cela a duré pratiquement 8 mois. J'essayais toutes les combinaisons possibles qui me permettaient de créer un code d'accès au disque optique. J'étais convaincu que c'était la seule façon de l'ouvrir. J'étais également persuadé que la difficulté était intentionnelle, du moins pour nos cerveaux. C'était presque comme si la difficulté que j'éprouvais à décoder leur langage faisait travailler une partie de mon cerveau ou de mon système nerveux me permettant de communiquer avec eux. J'ai commencé à les entendre me parler. Il y a eu d'abord un mot ou deux puis une phrase, mais une chose est sûre, je les entendais au moins une fois par jour, mais ce que j'entendais m'apparaissait incohérent. Mais un jour, alors que j'étais en train de travailler sur une peinture murale, j'ai vu quelque chose bouger dans cette peinture. L'un des symboles a bougé et je peux vous assurer que ce n'était ni une illusion ni un effet de lumière.
J'ai alors réalisé que les reptiliens pouvaient communiquer avec moi, qu'ils voyageaient dans le temps et que d'une certaine façon leur peinture représentait la porte par laquelle ils voyageaient dans le temps. Par la suite j'ai commencé à entendre leurs instructions, ou plus précisément leurs pensées. Je percevais des images qui m'indiquaient comment utiliser la langue sumérienne pour décoder leurs symboles. Je pensais que j'étais en train de devenir fou. J'avais l'impression que mon esprit me jouait des tours, que je travaillais trop et que j'avais besoin de vacances, mais j'écoutais quand même les voix car les instructions qu'ils me donnaient me semblaient plausibles. Lorsque j'ai trouvé le code d'accès et vérifié qu'il marchait, j'ai su que je communiquais vraiment avec eux. En avez-vous parlé à quelqu'un que ces hommes lézards avaient rentré en communication avec vous? Non, j'ai gardé le secret. Je n'étais pas sûr de pouvoir expliquer le phénomène et je ne voulais pas éveiller de soupçons, j'ai donc vaqué à mes occupations et j'ai commencé la rédaction des répertoires de traduction des 8110 pages de texte découvertes à l'intérieur du disque optique. Il était essentiel d'avoir un index le plus complet possible afin de mieux appréhender la signification de leur langage, c'est ce que nous appelons une traduction granulaire. Et lorsque j'ai commencé la traduction du disque optique, j'ai perçu des fragments d'images reptiliennes, une sorte d'hologramme qui apparaissait et disparaissait en quelques secondes. Ils m'ont rendu visite en tout 3 fois, toujours chez moi et la nuit, et m'ont dit que j'avais été choisi pour être leur contact ou porte-parole. Bien sûr, je leur ai demandé, pourquoi moi et pas 15. Ils m'ont répondu que 15 ne pouvait pas parler en leur nom car il était déjà le pion du Cortum. 15 est un génie doté d'un savoir et d'une intelligence hors pair. C'est le leader du groupe Labyrinthe, depuis sa création en 1963. Il n'avait que 22 ans quand il est entré pour le groupe ACIO. En 1956, je crois qu'il a été découvert bien avant de pouvoir se faire une réputation dans le monde universitaire. C'était un génie rebelle qui voulait construire des ordinateurs suffisamment puissants pour voyager dans le temps. Pouvez-vous imaginer le sentiment, ce que cette ambition au milieu des années 50 a pu provoquer chez ses professeurs? Inutile de dire qu'il n'était pas pris au sérieux, on l'a prié de bien vouloir se conformer aux règles de l'université et de mener des recherches sérieuses. 15 est entré pour le groupe ACIO grâce à une collaboration avec les laboratoires Bell Labs. Je ne sais comment. Ils avaient entendu parler de ce génie et ils l'ont engagé, mais rapidement il a devancé leur programme de recherche et voulait appliquer sa conception du voyage dans le temps. Pourquoi était-il si intéressé par le voyage dans le temps? Personne n'est vraiment sûr. Ces raisons peuvent avoir changé avec le temps. Le but était de mettre au point une BST, appelée Blank Slate Technology. La BST est une forme de voyage dans le temps qui permet de réécrire l'histoire à des moments précis appelés points d'intervention. Les points d'intervention sont les centres d'énergie causale qui créent un événement important comme par exemple, l'éclatement de l'Union soviétique ou le programme spatial de la NASA. La BST est la technologie la plus avancée, et sincèrement, quiconque en sa possession peut se défendre contre n'importe quel agresseur. C'est comme 15 aimait le dire, la clé de la liberté. Il ne faut pas oublier que le groupe ACIO a été la principale interface entre les technologies extraterrestres et le moyen de les adapter à notre société traditionnelle ainsi qu'aux applications militaires. Nous étions exposés aux extraterrestres et avions connaissance de leur mission. Certains d'entre eux collaient une sacrée frousse au groupe ACIO. Il y avait des accords avec notre gouvernement, en particulier la NSA, pour coopérer avec une espèce extraterrestre, plus communément appelée les gris, en échange d'une promesse de rester cachés et de mener leurs expériences biologiques en secret. Il y a eu également un programme raté de transfert de technologie, PTT, mais c'est un autre problème.
Toutefois, tous les gris n'agissaient pas selon un programme unifié. Certains groupes traitaient les humains comme nous traitons les animaux de laboratoire. Ils enlèvent les humains et les animaux, et cela depuis les 48 dernières années. Ils pratiquent principalement des expériences biologiques afin de déterminer de quelle façon leur génétique peut être compatible avec la structure génétique des humains et des animaux. Leur intérêt n'est pas encore très clair, mais d'après leur programme ce serait pour pérenniser leur espèce qui est en voie d'extinction. Ils craignent que leur système biologique ne manque de développement émotionnel pour pouvoir exploiter leurs prouesses technologiques de manière responsable. 15 a été contacté par les gris par l'entremise du groupe ACIO. Il voulait fournir un programme de transfert technologique à grande échelle, mais 15 a refusé. Il avait déjà établi un PTT avec le Cortum, et il pensait que les gris étaient trop désorganisés pour mener à bien leurs promesses. De plus, la technologie du Cortum était supérieure en bien des points à celle des gris, à l'exception peut-être de leur implant de mémoire et de leur technologie d'hybridation génétique. Cependant, 15 et tout le groupe du labyrinthe a pris soin d'envisager une alliance avec les gris, ne serait-ce que pour être tenu au courant de leur programme. 15 aimait bien être informé, nous avons donc fini par établir une alliance qui consistait en un modeste échange de renseignements. Nous leur donnions accès à nos systèmes de renseignements sur les populations génétiques et leurs uniques prédispositions selon différents critères tels que les comportements mentaux, émotionnels et physiques. De leur côté, ils nous informaient de leurs découvertes génétiques. Ainsi les gris comme la plupart des extraterrestres de ce type communiquent avec les humains exclusivement par le biais d'une forme de télépathie que l'on appelait la télépathie suggestive car on avait l'impression que par leur communication ils essayaient de mener une conversation jusqu'à un point bien précis. En d'autres termes, ils avaient un programme et on ne savait jamais si l'on n'était qu'un pion ou si nos pensées nous appartenaient vraiment. Je pense que c'est pour cette raison que 15 ne leur faisait pas confiance. Ils pensaient qu'ils utilisaient la communication pour servir leurs propres intérêts au lieu de les partager. En raison de ce manque de confiance, 15 refusait de former toute alliance ou PTT intrinsèque à nos activités que ce soit par le groupe ACIO, ou au groupe du labyrinthe. Est-ce que les gris connaissaient l'existence du groupe du labyrinthe? Je ne le crois pas. Ils étaient en général convaincus que les humains n'étaient pas assez intelligents pour masquer leur programme. D'après nos études, les gris avaient une fausse idée de leur sécurité en évaluant mal les faiblesses de leurs ennemis. Je ne dis pas que nous étions ennemis, mais nous ne leur avons jamais fait confiance, ce qu'ils savaient, sans aucun doute. Ils savaient également que le groupe ACIO possédait des technologies et des esprits supérieurs à la majorité de la population terrestre et avait pour cela un minimum de respect, nos capacités leur faisaient peut-être même un peu peur. Toutefois, nous ne leur avons jamais montré nos technologies fondamentales ni ne leur avons parlé de façon très approfondie de la cosmologie ou de nos nouvelles lois physiques. Ils s'intéressaient de toute évidence à nos bases de données de renseignement et c'était leur priorité concernant le groupe ACIO. 15 était leur principale interface car ils ressentaient chez lui une intelligence comparable à la leur. Les gris le considéraient comme le PDG de notre planète. Comment 15 est-il devenu le leader du groupe ACIO, et du groupe du labyrinthe? C'était le directeur de la recherche en 1958 lorsque le Cortum s'est fait connaître auprès du groupe ACIO. De par sa fonction, il était logique qu'il soit chargé d'évaluer leur technologie et de démontrer sa valeur au groupe ACIO. Le Cortum s'est immédiatement pris d'affection pour lui, et l'une des premières décisions de 15 a été d'utiliser sur lui l'accélérateur d'intelligence du Cortum. Après environ 3 mois d'expérimentation,
dont la majeure partie ne figurait pas dans les rapports qu'il transmettait au directeur exécutif du groupe ACIO, 15 fut envahi par une énorme vision sur la manière de créer la BST. Le directeur exécutif fut effrayé par l'intensité du programme BST de 15 et estima que cela détournerait une part trop importante des ressources du groupe ACIO, au profit d'un programme contestable. Mais 15 avait tellement l'esprit rebelle qu'il demanda l'aide du Cortum pour créer le groupe du Labyrinthe. Le Cortum s'intéressait à la BST pour les mêmes raisons que 15. La clé de la liberté, comme on l'appelait parfois, constitua le tout premier programme du groupe du Labyrinthe. Le Cortum et 15 furent ses tout premiers membres. Pendant les années qui suivirent, 15 sélectionna les meilleurs scientifiques du groupe ACIO, pour tester un programme d'accélérateur d'intelligence semblable à celui qu'il avait testé, avec l'intention de créer un groupe de scientifiques qui pourrait, en coopération avec le Cortum, inventer avec succès une BST. D'après 15, le groupe ACIO était trop sous le contrôle de la NSA qui, de son côté, avait des leaders trop immatures pour prendre la responsabilité de mettre au point des technologies qui seraient développées comme une excroissance du groupe du Labyrinthe. 15 complota donc de prendre le contrôle du groupe ACIO, et fut aidé par ces nouvelles recrues. Ces événements se sont produits quelques années avant que je n'arrive au groupe ACIO, en tant qu'étudiant et interne. Mon beau-père était très favorable au programme de 15 et l'aida à devenir le directeur exécutif du groupe ACIO. Cette transition entraîna une période d'instabilité, mais après environ un an, 15 contrôlait entièrement les programmes du groupe ACIO, et du groupe du Labyrinthe. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était considéré comme le PDG de la planète, eh bien c'est ce qu'il est. De tous les extraterrestres qui coopèrent avec l'humanité, seul le Cortum comprend le rôle de 15. Il a une vision unique des choses dans le but unique qui mène tout droit à la création de la BST, et il se rapproche des éléments humains et technologiques essentiels à sa création. C'est ici que se termine la première partie, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Au nom de la chaîne je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc peu importe, je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.